Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, ancien ministre de François Hollande et candidat à la présidentielle. Est-ce que vous êtes toujours d'ailleurs candidat à la présidentielle? Bien sûr Jean-Jacques Bourdin, sinon je ne serais pas devant vous. Oui. Bon. Bien sûr, je défends un projet ample de reconstruction du pays qui, dans nombreux de ses aspects, est à terre. Ce que j'appelle, c'est un projet d'envergure et audacieux, la remontada. C'est un nom que j'ai donné à ce projet. C'est ce que je défends et malgré les vicissitudes, les polémiques, il faut y avancer. revenir, on va en parler et nous passerons à autre chose. Mais il faut 500 parrainages. Vous les avez? Pas encore, j'en ai 220, 30 et j'ai observé que les maires soutiennent ma candidature car je défends l'enfant de la France rurale que je suis, défend notamment un programme de retour à la terre. Moins de monde dans les métropoles et plus de possibilités d'installation pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une propriété, par exemple. Et ce retour à la terre, ça intéresse beaucoup des territoires ruraux, des petites villes de province. Vous êtes l'un des candidats de gauche, il y en a plusieurs. Un Lilliputien. Bah, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça vous fait sourire, c'est le qualificatif de François Hollande. Est-ce que vous êtes devenu Lilliputien en annonçant dimanche dernier vouloir bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants? Leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion de la France. C'était une erreur, cette mesure ne sera pas dans mon programme. Disons, j'emploie le mot un peu familier. Vous employez un mot que je ne peux pas exprimer, mais je pense que nous sommes en communion de pensée. Je ne veux pas, et je me suis fait engueuler par ma famille qui le fait, qui transfère de l'argent à des grands-mères, à des... Bien sûr. C'est une nécessité. Voilà. C'est une nécessité pour beaucoup. Bon, je me suis fait... et d'ailleurs, j'ai partagé l'émotion. Mon propos, ma proposition et ma vision, c'est de taper au portefeuille des États. Nous avons un problème pour l'exécution d'un certain nombre de décisions très importantes, des délinquants parfois dangereux, que l'administration de la police essaie de raccompagner dans leur pays d'origine. Vous avez même dit que ceux qui envoyaient l'argent étaient des délinquants. Vous l'avez même dit dimanche. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qu'est-ce que vous me chantez, Jean-Jacques Bourdin? Ah non, vous n'avez pas dit ça? Je ne jetterai jamais le soupçon sur ceux qui travaillent dur et qui ont de l'entraide familiale. Certainement pas. Loin de moi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au contraire, il y a des délinquants aujourd'hui, y compris dans le terrorisme, qui ne sont pas repris par leur pays d'origine. Donc nous avons... Et parmi ceux qui envoient de l'argent, il y a des délinquants, c'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça, Jean-Jacques Bourdin. Jamais. Vous pouvez toujours tourner dans tous les sens votre tambouille. Jamais. Bon, d'accord. D'accord, s'il vous plaît. Ne commencez pas à raconter n'importe quoi. Je commence pas à raconter n'importe quoi. Je n'aime pas écouter. Ça. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que... Vous faites quoi? C'est votre responsabilité. Vous faites votre mea culpa ce matin. En tout cas, ce que je sais, c'est que ma proposition n'a certainement pas pour but de mettre en difficulté les familles. C'est certainement pas ça. Ce que je veux, c'est qu'on tape au portefeuille des États. Comment peut-on dire ça? Je termine avec ça, puis on passera à autre chose aux États. Et puis je voudrais vous poser plusieurs questions sur l'immigration de travail. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Vous êtes laissé emporter? Ce sont des fiches qui vous ont été rédigées et que vous n'avez pas maîtrisées? Ma vision, c'est que nous entrons dans un monde conflictuel d'État à État. Et des sanctions économiques vont devoir s'exercer. Regardez l'Union européenne vis-à-vis de la Biélorussie. Des sanctions économiques qui ont des conséquences. Exemple, la suppression des visas. Ensuite, le gel des avoirs. Troisième exemple, la fin de l'aide bilatérale, par exemple. Et il y a, par exemple, une politique américaine, M. Biden l'a utilisée, qui a mené ces sanctions économiques. Donc la France va devoir, elle aussi, pas seulement dans le cadre européen, dans ses accords bilatéraux, devoir exercer des sanctions économiques. C'est ce que je voulais dire, qui visent non pas des gens, des humains, mais des États et des intérêts. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, c'est clair. Vous avez dit autre chose. Pourquoi? Je ne sais pas. On va pas épiloguer là-dessus. On va passer à autre chose. Vous avez aussi... Mais pourquoi vous dérapez de temps à autre, Arnaud Montebourg? Quand j'ai vu que vous pensiez que Charles Aznavour et Zinedine Zidane étaient des immigrés ou... J'ai pas dit... Enfin, non, en tout cas, je parlais de famille. Des immigrés. Non, vous n'avez pas parlé de famille. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Ça arrive de déraper, mais bon. Est-ce que, finalement, l'erreur n'est pas humaine? Si.
L'essentiel, c'est de la reconnaître et de ne pas persévérer. Bon. Est-ce que cela est possible pour tout être humain, y compris celui qui aspire à de grandes fonctions? Bon, Arnaud Montebourg, ces immigrés qui travaillent en France et qui envoient leur argent à leur famille, dans leur pays d'origine. Mais il y a aussi des Français, vous savez, qui le font à leur famille. Oui, il y a aussi des Français qui le font. Alors, ça me permet d'aborder l'immigration de travail. Comment faire ? Aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre, alors que le chômage est au plus bas depuis 12 ans. Pourquoi et comment faire ? Je crois que le travail est une formidable machine à intégrer ceux qui arrivent et qui aiment la France, parce que s'ils viennent en France, il y a un certain nombre de personnes ont parcouru les mers, les terres pour rejoindre la France. C'est que d'abord, ils en rêvent, ils l'aiment et ils ont envie de s'y installer, eux, et peut-être y fonder une famille. Mais le travail, c'est l'outil par lequel on peut effectivement arriver... Donc on a besoin d'une immigration travail. On a besoin d'une immigration économique. Il y a aujourd'hui 300 000 emplois non pourvus. J'ai rencontré le président du groupement d'employeurs agricoles qui fédère tous les agriculteurs. Il dit, j'ai 27 000 CDI qui sont disponibles pour aller travailler dans les champs. Je ne trouve pas de main-d'œuvre. Et pourquoi ? Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand les Corses, pour faire la récolte des clémentines, font venir des Marocains pour travailler, pour faire la récolte... Et pourquoi, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs, pourquoi ? Je pense que la question des salaires est centrale. C'est-à-dire qu'on peut donner de bas salaires à des immigrés qui viennent travailler en France. Ces salaires-là, on ne les donnera pas à des Français, c'est ça ? J'ai pas dit ça, parce que quand vous avez la directive... Je vous pose la question. Non, j'ai pas dit ça, c'est votre vision provocante qui dit ça. Mais en fait, les salaires aujourd'hui, pour un travail difficile, pourquoi aujourd'hui dans la restauration et l'hôtellerie où il y a beaucoup de personnes migrantes, régulières, qui sont là. C'est pour ça qu'on manque de main-d'œuvre aujourd'hui, parce qu'il y a eu la crise sanitaire et qu'ils ne sont pas venus. Et dans l'hôtellerie, la restauration, les salaires ne sont pas élevés. Et le travail est pénible. Eh bien, donc on préfère donner ce travail aux immigrés. Aujourd'hui, le président de l'hôtellerie-restauration a dit « Je veux que nous augmentions les salaires de 9%. Moi, je propose une augmentation du SMIC de 10%, 125 € de plus par mois, pour tout le monde, plus tous les métiers en tension, il y en a 57, coiffure, maraîchage, aide maternelle, où il y a beaucoup de compétences et il n'y a pas de bon salaire. Et je rappelle que 62% des personnes au SMIC, il y en a 2,3 millions en France, ce sont des femmes qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et généralement qui élèvent leurs enfants seuls, des mamans solo. Est-ce qu'il faut développer un système, je ne sais pas, d'immigration à points, comme ça se passe au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie ? Ma vision est remettre en marche la machine à intégrer, c'est-à-dire une sorte de contractualisation. Et voilà, apprendre la langue va vous aider à apprendre le français. C'est le minimum. Consternant, dit Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends pas pourquoi ça aide tout le monde. Que des personnes qui arrivent sur notre territoire apprennent le français, d'abord c'est le minimum. Si moi j'émigrais dans un pays dont je ne connais pas la langue, première chose que je ferais, c'est essayer de comprendre et de me faire comprendre. Donc, premièrement. Deuxièmement, respecter les lois, donc faire l'apprentissage des règles. Et puis, troisièmement, travailler. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Pôle emploi, par exemple, c'est ce que font les Allemands. Les Allemands, ils ont accueilli plusieurs millions de migrants dans la crise de 2015. Ils ont organisé l'administration de l'intégration. Et je crois que ça a bien fonctionné. Mais je vous repose la question. Aujourd'hui, il y a des emplois à pourvoir. Il y a 3 millions de chômeurs. Pourquoi ? C'est uniquement à cause des salaires ? Demandez autour de vous, Jean-Jacques Bourdin. Quand vous faites un métier difficile et pénible et que vous n'êtes pas payé, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, franchement, j'en cherche un autre. Je préfère rester au chômage. Non, ils cherchent un autre métier mieux payé. Et c'est exactement ce que... Les témoignages sont multiples sur le terrain. De personnes qui étaient dans la restauration, ils ne sont pas revenus après la crise Covid en disant « Moi, j'ai trouvé un autre métier. » Voilà. Vous restez au chômage. Vous pensez qu'on est chômeur par choix dans ce pays ? Ça, c'est la thèse du pouvoir. Le gouvernement passe son temps à nous dire « Les chômeurs sont volontaires. » Mais il y a 5,5 millions de chômeurs dans ce pays, et il y a 300 000 emplois non pourvus. Donc de toute façon, même si le chômeur était volontaire pour trouver du travail, il y en aura encore 5 millions qui n'en trouveraient pas. Donc on raconte n'importe quoi. Dans tous les cas, le chômage a baissé. Ça, c'est une réalité que vous ne contestez pas, Arnaud Montebourg. Mais non seulement je ne le conteste pas, mais je m'étonne qu'il n'ait pas baissé davantage. Car tous les pays autour de nous... Vous réjouissez, j'imagine. Bien évidemment, heureusement. Mais tous les pays autour de nous sont en plein emploi. L'Angleterre est entre 4 et 5. La Belgique est pas loin de 3. La Hollande, l'Allemagne. L'Allemagne est encore haute.
d'ailleurs, encore haute. Oui. Donc tous les pays à part l'Espagne, l'Italie et la France, tous les autres pays sont quasiment en plein emploi. Donc on peut en effet s'étonner. Pourquoi ? Parce qu'il manque dans ce pays, M. Bourdin, 1 million d'emplois industriels. C'est ce qui nous manque pour financer notre protection sociale, pour préparer l'avenir de la transition écologique et énergétique. Et c'est ce qui nous permettrait de faire de grands projets pour notre pays et de lutter contre notre dépendance. Je vais revenir sur le Made in France, sur le fabriqué en France, si vous préférez. Éric Ciotti nous dit qu'il faut instaurer une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, les allocations et le logement. Que lui répondez-vous ? Mais ça n'a aucun sens. D'abord, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas cette proposition. D'ailleurs, la course, moi je suis stupéfait des débats de la droite. Parce que j'ai vu que, en fait, c'était moins d'impôts, c'est la seule, c'est tout ce qu'on entend, et moins de fonctionnaires. Et on va les prendre où, les fonctionnaires ? Et on réduit la dette. Alors on parle de la dette. Il y a 500 milliards de dette Covid, il faut en être conscient. Mais moi, mon sujet, c'est pas la dette. Parce que la dette, elle est partout dans le monde, à des niveaux astronomiques. Le sujet, et ça, c'est une singularité très mauvaise pour la France, c'est notre balance commerciale où nous importons tout. 85 milliards de déficit. Les Allemands sont à 185 milliards d'excédents. Les Italiens, 65 milliards d'excédents. Toute l'Europe est en positif. Et nous, on est dans le rouge écarlate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est les pieds et poings liés au reste du monde. Nous achetons ce dont nous avons besoin. Donc nous consommons ce que nous ne produisons plus. Donc la méthode de la remontada, ça consiste à donner du travail à la France pour retrouver notre indépendance. Ça veut dire, créer plus de travail et payer mieux le travail. C'est la question du travail qui doit être centrale dans la remontée de notre pays. On passe notre temps à dire, et les gouvernements successifs, droite-gauche, passent leur temps à offrir des allocations. Mais les Français, ils veulent des salaires. Ils ne veulent pas des allocations. Voilà. Et quand vous regardez la crise du pouvoir d'achat... Trop de social ? C'est pas ça, c'est pas du social. C'est quoi ? Est-ce qu'on vit de son travail dans ce pays ? C'est la fierté. Parce que Victor Hugo employait le mot de travail fier. Magnifique. C'est notre histoire. Nous avons besoin d'un pays qui, en quelque sorte, donc nous ne travaillons pas assez. Non, je ne dis pas ça. Les Français travaillent dur, et beaucoup, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. Il y a trop de chômage. Oui. Voilà. Oui. Et les salaires ne sont pas assez élevés pour justement honorer le travail, revaloriser le travail. Donc à chaque fois qu'il y a une réponse politique, on ne parle jamais du travail. Monsieur Macron a fait déclarer dans ses discours multiples et variés... Mardi soir, il a parlé du travail. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Mais vous approuvez la réforme de l'assurance chômage, vous l'approuvez ou pas ? Je la désapprouve. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a pour conséquence de taper sur des gens qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas, et qui vont être obligés d'aller au RSA parce qu'ils n'auront plus de quoi vivre. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on gonfle les cohortes des personnes au RSA et les gens, ils ne veulent pas aller chercher le RSA. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que c'est indigne. Ils veulent un métier, un travail, un salaire. C'est ça la dignité du travail. Et le travail n'est pas soutenu dans ce pays. On n'en parle plus depuis 20 ans. Quand j'ai parlé des salaires, j'aurais dit, tout le monde m'est tombé dessus en disant comment c'est possible la compétitivité du pays. Je suis désolé, le président Biden veut créer un salaire minimum à $15, 15 € à peu près. Le chancelier allemand veut augmenter de 20% le salaire minimum fédéral. Les Espagnols l'ont augmenté de 25%. Donc je propose l'augmentation du SMIC de 10%. Pour commencer, un Grenelle qui n'a pas existé depuis mai 68. Dire que tous les salaires au-dessus du SMIC doivent augmenter de 10%. Oui. En dessous de 2 000 €, en dessous de 2 000 €, il y a un rattrapage à faire. Et je ne parle même pas des fonctionnaires qui sont gelés en catégorie B et C et même A depuis 11 ans. Ça, c'est les exploits de la gauche. Le fabriqué en France, oui, ce sont les exploits de la gauche. Oui, ben, j'en sais quelque chose, puisque vous étiez ministre de cette gauche. Parti avec un désaccord dont vous vous souvenez d'ailleurs, monsieur Bourdin, je m'en souviens et un désaccord public et notoire et justifié. Voilà. Et justifié. Arnaud Montebourg, le fabriqué en France, le Made in France, c'est l'indépendance. C'est une voie vers l'indépendance. Il y a un nouveau logo, j'ai vu, qui était présenté, fabriqué en France. Ça vous fait sourire ? Pourquoi ? Non, mais j'aime beaucoup votre approche. Moi, je considère que contre le chômage, on n'a pas tout essayé.
Contrairement à ce qu'avait dit un président français pour qui j'ai beaucoup d'estime et admiration, on n'a pas tout essayé, on n'a pas essayé la révolution culturelle et économique du Made in France. C'est-à-dire on change complètement de règles du jeu et on décide d'organiser autrement les choses. Pour moi aujourd'hui, pour moi d'abord, il y a un problème. C'est que l'élite dirigeante de ce pays a laissé mourir toute une série de fleurons qui nous ont fait beaucoup de mal. Ça a été à chaque fois un coup de poignard dans le cœur national. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez, et maintenant Engie qui est coupé en rondelles. C'est quand même GDF Gaz. Donc moi, je considère que maintenant, ça suffit. Première proposition, je veux créer un délit de trahison économique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des ventes à l'étranger, il y a eu des gros chèques qui sont arrivés sur le compte bancaire des dirigeants. Monsieur Cron, il a touché 20 millions d'euros. Monsieur Cron, c'est celui qui a vendu je me souviens, Alstom. Monsieur Combes, il a reçu 13 millions d'euros quand il a vendu à Nokia. Monsieur Pilenko, quand il a vendu Technip, c'est quand même les brevets de l'Institut français du pétrole du général de Gaulle, je crois que c'était 9 millions, etc., etc. Donc moi, je considère que tous ces vendeurs à la sauvette de la France en pièces détachées, je considère qu'ils doivent maintenant répondre de leurs actes. Devant la justice. Oui, devant la justice, avec une responsabilité pénale pour trahison économique. Et je l'ai dit combien de fois ? C'était inadmissible. Donc ça, première mesure, une mesure de protection de nos intérêts contre nos propres dirigeants qui ne respectent pas la France. Vous baissez la TVA sur les produits fabriqués en France ou en Europe ? Certains, oui. Certains, oui. Et il faudra... C'est possible, ça ? Oui, on peut le faire. Les règles européennes sont... Oui, mais les règles européennes, Monsieur Bourdin, il va falloir qu'on prenne un peu de liberté. Ou plutôt, qu'on rétablisse une part de souveraineté. C'est-à-dire que lorsque notre intérêt vital national est menacé, je défends l'idée que le Parlement, dernier ressort, puisse prendre une décision contraire aux lois européennes. C'est raisonnable. L'Europe doit s'occuper de l'extérieur, nous protéger contre les empires, les GAFAM américains, la puissance industrielle chinoise, s'occuper du réchauffement climatique qui menace, mais certainement pas tous les jours nous demander de privatiser nos barrages, mettre l'armée aux 35 heures, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a demandé. Donc on fait la guerre 35 heures, puis après, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça suffit. Et on réserve les marchés publics aux produits français ? Alors justement, je propose de créer des zones économiques spéciales dans les territoires désindustrialisés, où l'État et les industriels vont financer la renaissance des usines pour produire 60 produits critiques et stratégiques. Et là-dedans, les lois européennes devront, dans ces zones économiques spéciales, les lois européennes seront suspendues sur les marchés publics. À la japonaise ou à l'américaine. Je vais prendre un exemple, parce que c'est toujours mieux les exemples. Nous importons 10 milliards par an de médicaments alcaloïdes. C'est ce qui sert à endormir dans les opérations chirurgicales. 10 milliards. Mais avec ça, vous faites 5-6 usines. Eh bien, les directeurs d'achat des hôpitaux, ils vont être obligés, sur instruction du gouvernement, d'acheter aux usines à un prix sur des volumes qui seront fixés à l'avance que nous allons reconstruire. Mon projet, sur les 60 produits critiques pour rétablir notre souveraineté économique et industrielle, c'est le projet NASA SpaceX, dans tous les domaines. Matériaux de levage, thermostat, GPS radar, tout ce qu'on achète et qu'on importe, parce qu'on importe quasiment tout maintenant, eh bien nous allons le refaire avec cette méthodologie-là. J'ai une dernière question, parce que le temps passe vite avec vous. Mais c'est tout à fait passionnant. Mais j'ai une dernière question sur la Biélorussie et sur la Pologne. Est-ce que l'Union européenne doit soutenir sans faille la Pologne dans cette affaire ? Et quelle doit être... Bon, il y a des sanctions envisagées, très bien. Les Biélorusses nous disent, bon, très bien, s'il y a sanctions, nous on coupera le gaz. Mais quelle est la position que nous devons avoir vis-à-vis notamment de ces migrants ? Est-ce que nous devons en accueillir certains ? Quelle position devons-nous avoir ? D'abord, la façon dont le régime biélorusse fait venir des braves gens avec l'espérance qu'ils puissent entrer en Europe, les utilise comme armes humaines, est absolument répugnante. Pas seulement sur le plan moral, mais sur le plan d'abord humain. Donc ça suppose, premièrement, qu'il y ait une réponse humaine. Donc l'ONU a raison de poser la question du sauvetage humanitaire de ces personnes. Deuxièmement, le respect des frontières européennes, c'est une réalité nécessaire.
Donc il est normal que nous aidions la Pologne à gérer... À fermer ses frontières. À gérer la crise. Oui, à fermer ses frontières. Dans une concertation, ce qui est difficile avec le gouvernement réactionnaire et clérical polonais, dont je désapprouve toutes les orientations. Je préfère le rappeler parce que quand on dit que la Pologne doit être soutenue, on va dire aïe aïe aïe, ça y est, elle est pour le gouvernement polonais. Non, pas du tout. Mais la Pologne doit se concerter avec les autres Européens pour gérer collectivement la crise. Et enfin, il faut qu'il y ait une diplomatie de la route migratoire, c'est-à-dire des pays où le gouvernement biélorusse va chercher ses migrants pour créer le problème à la frontière européenne. Et enfin, des sanctions qui doivent être durcies contre le régime biélorusse. Merci Arnaud Montebourg. Merci à vous. Venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Merci Jean-Jacques Bourdin.